Une nouvelle affaire de pot de vin secoue l'économie allemande. Le scandale se Tout propage. le conseil d'administration serait impliqué dans une malversation. Appât du gain, pouvoir, absence de scrupules. Selon une étude parue aujourd'hui, de plus en plus d'Allemands se demandent si notre élite économique a perdu le sens de la mesure. Malgré les pertes, les conseils d'administration s'octroient de gros bonus. Les cadres dirigeants gagnent jusqu'à 53 fois plus que les salariés ordinaires. Question. Ces personnes exposées, ces chefs d'entreprise, doivent-ils être fous? Non, pas forcément. Non, ils ne sont pas fous, même s'il y en a qui sont spéciaux. Des commissions d'enquête ont été mises en place. On leur a demandé s'ils ne s'étaient pas aperçus que cet homme était complètement fou. Et ils ont répondu « Bien sûr qu'on s'en est tous rendu compte, mais on pensait que c'était normal pour un homme de cette envergure. » Non, ce n'est pas normal. Pour diriger, il faut en être capable. Un cadre dirigeant occupe une place à part dans la société. Il faut parfois être impitoyable, parce qu'au bout du compte, on doit réaliser les objectifs de l'entreprise. On n'est pas seul. On est entouré de gens, on a une équipe. Bien sûr qu'on a besoin de cadres qui soient prêts à assumer des responsabilités. Mais je sais d'expérience que beaucoup acceptent cette charge parce qu'ils ressentent à quel point c'est un défi de diriger des gens. Je n'ai pas à m'occuper tous les jours de chacun des 340 000 salariés du groupe. C'est rassurant parce que ça nous donne l'impression que tout repose sur un individu. Le problème devient cette personne en particulier. Et si on trouve le bon profil pour le poste, l'affaire est réglée. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Car ces individus ne sont que les symptômes d'un système. Alors, ils feront toujours la même chose, quel qu'il soit. C'est l'ensemble du système qui est fou, pas un individu en particulier. Ce sont des histoires de héros qui s'affrontent. On retrouve la même logique que dans les mythes et les contes, où tout tourne autour de grands hommes et de grandes femmes et de leurs exploits. Si on agit comme tout le monde, on ne sort pas du lot. Et donc on ne fait pas bouger les choses. Voilà pourquoi les gens pensent que les cadres dirigeants sont un peu fous. Ils ne le sont pas. Ils sont juste un peu différents, tout au plus. Les entreprises ont leur propre logique, qui est très complexe, très embrouillée. Alors nous essayons de la rendre plus évidente. Et un moyen pratique et efficace pour simplifier les choses est de les personnifier. Le problème du cadre dirigeant, c'est qu'il est toujours perçu comme l'homme fort, qui est en haut de la pyramide, qui gagne beaucoup d'argent et qui ne doit pas avoir de soucis.
Si vous me demandez, avons-nous besoin d'une instance de contrôle pour les cadres dirigeants ou les décideurs de haut rang? Je vous répondrai, oui, nous en avons besoin. Reste à savoir qui pourrait se permettre de dire ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Un certain nombre d'études soutiennent que les personnes à tendance psychopathique sont les plus aptes à diriger une organisation. Je pense que c'est vrai jusqu'à un certain point. Un véritable psychopathe, au sens psychiatrique du terme, ne peut fonctionner que seul. Jamais dans une entreprise. J'estime malgré tout que de nos jours, il faut présenter certains traits psychopathiques pour être à la tête d'une entreprise. Quels sont les trois éléments de la triade noire? Le premier est le machiavélisme, qui consiste à utiliser les structures hiérarchiques, à les dominer. Le deuxième est le narcissisme, un excès d'amour de soi et d'orgueil. Et le troisième est la psychopathie, soit des comportements vraiment problématiques qui se combinent les uns aux autres. On ne pense pas aux gens, on pense à l'objectif à atteindre. Et peu importe si on doit faire travailler des enfants en Inde pour augmenter ses profits. C'est ce qu'on appelle l'agression instrumentale. Ce sont des individus intelligents et vifs d'esprit. Très égoïstes. Ils sont charmants, vraiment fascinants. Ils n'ont pas de morale. Ils n'ont pas peur. Ils ont du bagout. Ils prennent le dessus en cas de relations conflictuelles. Ils savent se vendre et vendre leurs projets. Ce sont d'excellents menteurs. Ce sont des personnes à qui on confie des décisions importantes. Ceux qui ne sont pas assez malins vont vite être accusés de crime capital et se retrouver en prison. En revanche, ceux qui n'ont pas d'état d'âme parviendront sans problème à évincer leurs concurrents et atteindre leur but. C'est très utile de ne pas avoir de scrupules. Dans le monde de l'entreprise, il y aura toujours des criminels isolés qui tenteront d'enfreindre les règles pour s'enrichir. Ça ne fait aucun doute. Et je pense que le risque est particulièrement important dans le secteur financier, où des personnes seules sont en mesure de contrôler d'énormes flux d'argent. Richard Fuld était surnommé le gorille. Avant la faillite de Lehman, il passait déjà pour le banquier le plus détesté du monde occidental. Un homme comme on en trouve beaucoup parmi les gens ayant des traits de personnalité de la triade noire. Il avait le goût du risque. Il avait été pilote d'avion de chasse. Il avait envoyé son supérieur hiérarchique à l'hôpital après l'avoir tabassé et avait dû quitter l'armée sans les honneurs.
Dans son bureau se trouvait un gorille empaillé grandeur nature, ce qui faisait évidemment peur aux gens. D'ailleurs, il les menaçait sans arrêt. Si vous regardez les films publicitaires de Lehman, ils sont visibles gratuitement sur le net, et que vous l'écoutez pendant 1 minute, vous aurez tout de suite la ferme conviction que ce type est fou. Si tout se passe bien aujourd'hui, avant tout, écrasez quelques-uns de ces vendeurs à découvert. Et écrasez-les à fond. Je ne leur veux aucun mal. N'allez pas croire ça. Je ne suis pas comme ça. Je suis doux et gentil. Mais si je pouvais, je les attraperais, je leur arracherais le cœur et je le dévorerais encore battant. Tout le monde hurle de rire et les investisseurs se disent « Avec lui, notre argent est bien placé ». Le narcissisme est extrêmement dangereux. C'est un très mauvais trait de caractère pour un cadre en entreprise, mais aussi pour une personne dans sa vie privée. Beaucoup de grands dirigeants ont spectaculairement échoué à cause de leur narcissisme. Le risque est qu'on perde contact avec le monde extérieur, qu'on ignore les signaux et les messages importants envoyés par l'entourage. On parle beaucoup de Steve Jobs. Steve Jobs était narcissique. Il s'aimait vraiment et il était autiste dans ses relations avec les autres. C'est officiellement reconnu. Malgré tout, il a créé l'entreprise la plus prospère et la plus riche du monde. D'abord, on souhaite garder ses leaders dans l'entreprise parce qu'on apprécie leurs contributions. On sait qu'ils sont très performants. Mais ensuite, on travaille sur leurs compétences sociales et managériales. On tente de les améliorer et on leur explique comment ça doit se passer. Certains sont capables d'apprendre et d'autres non. Si ça ne marche pas du tout, que ça dérape complètement, et que la personne s'isole, alors il faut l'écarter de l'entreprise. On peut dire qu'entre les traits de personnalité de la triade noire et le succès au sein de l'entreprise, il y a une courbe en U inversée. À petite dose, c'est bénéfique, surtout pour l'ascension sociale. Mais ça peut aller beaucoup trop loin, auquel cas ça devient dangereux pour tout le monde. Or, bien souvent, on ne s'en aperçoit pas pendant des années. En général, l'échec n'apparaît qu'après des décennies. Échec de la personne, mais aussi de toute l'entreprise. Et ça peut avoir des conséquences désastreuses pour l'ensemble de la société, l'économie, voire la terre entière. Houston. Is there any... Ça fait peur. Mais c'est vraiment très rare. La plupart ne possèdent pas cette structure mentale. Tous les dirigeants ne posent pas problème. Les médias font une fixation sur les dirigeants flamboyants et charismatiques parce que ça leur permet de vendre du papier. Nous avons tous un peu... L'ego fait partie du caractère humain. Et la confiance en soi est une bonne chose. Les gens qui ont un fort ego ne sont pas nécessairement égoïstes ni centrés sur eux-mêmes. Il est très difficile de réussir dans les affaires quand on est fortement centré sur soi-même. En France, en Italie, en Inde, en Chine, aux États-Unis, tout le monde veut gagner de l'argent. On a bien sûr besoin d'un certain système pour qu'une société fonctionne. Le modèle néolibéral est fondé sur ce qu'on appelle l'économie de marché. Il s'agit de faire des profits rapidement
Les gens ne comptent plus vraiment. On prend des décisions à court terme. Tout ne repose plus que sur des algorithmes. Il y a cette idée qu'on est passé du modèle traditionnel de l'économie sociale de marché à un système néolibéral qui s'apparente à la jungle et où le marché dicte sa loi. Selon moi, c'est une vision du monde idéalisée qui se réfère sans cesse au bon vieux temps. Quand on commence dans une entreprise comme Nestlé, et ça fait plus de 36 ans que je travaille dans ce groupe, on ne dit pas d'entrée de jeu qu'on veut devenir PDG. C'est une mauvaise approche, parce qu'on fait reposer son épanouissement professionnel sur le tout dernier échelon. Il n'y a pas beaucoup de PDG chez Nestlé, il n'y en a qu'un. Ce qui compte, c'est d'apprécier le cheminement qu'on suit et d'avoir le sentiment de progresser avec l'entreprise. Actuellement, si vous demandez à un membre d'un conseil d'administration, y compris dans le secteur des services financiers, comment il en est arrivé là, vous obtiendrez des réponses bien différentes. Il vous dira que c'était son ambition, qu'il voulait accéder au pouvoir, gagner de l'argent, rouler en Ferrari, enfin qu'il désirait toutes ces choses qu'offre un poste clé, et que maintenant il les a. Le système du pouvoir actuel, qui s'articule du haut vers le bas, est idéal pour les personnes qui présentent des traits psychopathiques. Les nombres dirigent le monde, surtout les statistiques. Mais quand on y pense, il n'y a pas de morale en statistique, pas de règles. Donc, il y a bien quelque chose qui se trouve au-dessus ou derrière. J'ai appris une chose intéressante grâce à Hannah Arendt. Elle a écrit un excellent essai sur le sujet en 1954. C'est un ouvrage prophétique dans lequel elle explique que l'autorité fonctionne comme une structure ternaire. Une personne exerce son autorité sur une autre, car toutes deux croient en un concept extérieur, en une source extérieure de cette autorité. C'est pourquoi l'une d'elles se soumet volontairement à l'autre. Hannah Arendt est très favorable à cette autorité, parce qu'une société en a besoin pour régir les relations entre les personnes. Ces relations fondées sur l'autorité fonctionnent de manière volontaire. C'est l'avantage de l'autorité. L'autre option pour régir les relations entre les gens est le pouvoir. C'est une structure binaire. Je suis plus fort que toi, alors tu vas faire ce que je te dis. Elle démontre que la croyance en un concept extérieur est révolue en Occident. Cela signifie qu'on ne peut plus restaurer cette forme d'autorité. On a beau essayer, on aboutit toujours au pouvoir. Le pouvoir repose sur la coercition, la loi du plus fort. Cela tient au système, pas à l'homme ou à la femme aux commandes. Le succès,
Et la principale motivation dans tous les domaines, c'est le moteur. On veut réaliser ses propres objectifs, voir comment les gens réagissent et comment on interfère avec la société sur cette base. Plus un arbre est haut, plus il offre une prise au vent. On le sait. Nestlé est une grande entreprise et les gens ont leurs opinions. Mais il faut leur parler. On ne peut pas convaincre les gens si on ne communique pas avec eux et qu'on ne croit pas en eux. Il faut leur faire confiance et les valoriser. Il faut avoir de l'inspiration, bien formuler l'objectif, la direction de l'entreprise, expliquer les raisons et donner le sentiment aux salariés qu'ils sont partie prenante. C'est sans doute un style de direction différent de celui pratiqué dans le passé, parce que les gens veulent être davantage impliqués. C'est le général Eisenhower, je crois, qui a dit que diriger, c'est amener un grand nombre de personnes à faire des choses qui servent vos propres intérêts et à les faire avec conviction. Nous voulons bien être humbles, mais avec style. Être humble signifie que nous sommes là pour l'entreprise et pas l'inverse. Nous ne recherchons pas la célébrité. Nous sommes une entreprise qui communique à travers nos marques. Il y a un mot qui résume nos valeurs. C'est le respect. Le succès est la meilleure façon de légitimer ses décisions. La plupart des gens voient le patriarcat comme un système où un mâle dominant se trouve en haut de la pyramide et prend les décisions. C'est vrai dans une certaine mesure. Mais peu importe que ce soit un vieux mâle dominant ou une jeune femelle dominante. L'essentiel, c'est la pyramide, le système d'organisation. Cela a à voir avec le contrôle. La pression est clairement plus forte. Pression pour optimiser, pour réaliser certaines marges de profit. Quand j'ai commencé à travailler, on faisait des plans sur 5 ans. À présent, on fait des plans sur 3 mois. Et après 6 semaines, on les met à la poubelle. Il y a bien plus de contrôle, donc plus de décisions difficiles à prendre. Pour un PDG, l'analyste financier est plus important que le client. En général, ce sont des sièges éjectables. Si on n'obtient pas les résultats exigés par le conseil d'administration, on a vite fait de perdre sa place. Les salariés n'en peuvent plus. Non seulement ceux qui n'occupent pas un poste à responsabilité, mais aussi beaucoup de cadres. Les cadres dirigeants ne sont pas de mauvaises personnes, mais ils sont à bout et ils ne peuvent évidemment pas le montrer. Beaucoup de cadres ont l'impression d'atteindre leurs limites, sont pris de doutes ou se remettent carrément en question. Mais la plupart du temps, ils ne peuvent pas le dire ouvertement. Si les managers pouvaient montrer leurs faiblesses, ils seraient plus forts, mais c'est tabou. Il n'est pas facile d'en parler. Et comme je ne peux pas montrer mes faiblesses, je dois paraître toujours plus fort, jusqu'à la caricature. Les cadres veulent et doivent rassurer. Mais comment est-ce conciliable avec leur propre peur? Le stress ne vient pas des responsabilités en soi, mais de la perception que l'on a de son travail. Et quand on se sent constamment sous pression, on ne peut plus prendre de recul. On imagine mal un cadre dirigeant se présenter devant ses collaborateurs et leur dire « Je suis moi-même mort de trouille ». Il ne ferait que propager sa peur. Un cadre doit se demander comment il peut gérer ses propres peurs
sans les transmettre aux autres. Il faut avoir cette sérénité intérieure qui vous permet de dire « Je n'ai pas encore toutes les réponses, mais je sais qu'on y arrivera. J'ai le personnel et les ressources nécessaires. » On ne peut pas toujours avoir toutes les solutions. Si on les avait d'emblée, on ne ferait plus rien. On demande toujours quel est le profil d'un bon chef. L'une des premières qualités requises est de savoir se remettre en question. Un cadre doit avant tout savoir se diriger lui-même. Il est là justement pour atteindre un objectif dans des situations difficiles. Mais en réalité, il arrive souvent que l'aspect directionnel passe après l'aspect managérial. Pour beaucoup, le rôle d'un cadre est d'organiser des tâches, de définir des processus et de répartir le travail. Voilà tout. Pour moi, ça va beaucoup plus loin. Bien dirigé, ça commence par arrêter de compter, de peser, de mesurer. Toute entreprise moderne qui se respecte dispose d'une panoplie d'outils. Par exemple, les enquêtes auprès du personnel, dont il ressort que 85% des salariés sont satisfaits ou insatisfaits. Personne ne sait ce qui marche vraiment. L'Allemagne est sans doute l'une des plus grandes puissances économiques de la planète. Elle fabrique toujours quelques-uns des meilleurs produits que le monde entier veut acheter. Selon moi, si une large majorité d'Allemands n'étaient pas satisfaits de leur environnement professionnel et n'avaient pas confiance dans leurs dirigeants, il serait très difficile pour les entreprises du pays d'être aussi performantes. Pour s'en sortir, tout le monde en entreprise met au point des combines. On triche, on simule. À Enron, on a eu un bel exemple de contrôle défaillant. Disons qu'on établit plusieurs critères pour identifier un canard. Un canard doit avoir le bec jaune-orangé, les plumes d'une certaine couleur et les pieds palmés également jaune-orangé. Voilà ce qui caractérise un canard. Maintenant, vous prenez un chien et vous faites ceci. Vous lui mettez un bec, vous le recouvrez de plumes et vous peignez ses pieds en jaune-orangé. Puis vous dites, on a là les 3 caractéristiques qui sont propres à un canard. Donc c'est un canard, même si tout le monde voit bien que c'est un chien. Autrement dit, il faut examiner tout ça avec bon sens. Bien sûr, vous pouvez toujours vérifier un tas de chiffres, mais ça ne vous avancera à rien si des gens malhonnêtes tentent de contourner les règles. Et ce genre de personnes, il y en aura toujours. Ce type d'expérience
que chacun de nous fait plus ou moins, est bien souvent passé sous silence. On n'aborde que les sujets consensuels. La culture, les impératifs, les modèles. Dans la pratique, on fait semblant d'adhérer au système. En d'autres termes, on se comporte comme si on trouvait ça formidable et on joue le jeu. On y met de l'entrain et de l'optimisme. Bien sûr, c'est la mort de toute culture de l'échange. C'est une farce. Mais en définitive, c'est ce que l'on observe dans beaucoup d'entreprises. Au bout du compte, tout doit fonctionner. Tout doit être parfait. Ce qui aboutit à une culture du silence. On fait l'autruche au lieu de parler ouvertement des failles, des problèmes, des obstacles et de chercher des solutions ensemble. Chaque information remonte les échelons jusqu'en haut, où elle est présentée comme une bonne nouvelle. Certains postes impliquent l'isolement. Ils y poussent. Les gens ne disent pas ce qu'ils pensent. Enfin, tout dépend de la personnalité. Si on est ouvert, authentique et direct, ça incite les autres à l'être aussi. Je n'aimerais pas tomber dans le piège où la fonction prend le dessus sur la dynamique des relations humaines. C'est très important d'être ouvert, mais ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose qui s'obtient automatiquement, parce que la hiérarchie pèse de tout son poids. Actuellement, les exigences qualitatives et quantitatives sont bien plus élevées. La pression augmente énormément partout. Donc on se demande si on ne peut pas gagner du temps en évitant les critiques ou en les gardant pour soi. Qu'est-ce qu'on fait quand on découvre un comportement manifestement déviant, quel qu'il soit? Est-ce qu'on agit ou pas? Est-ce qu'on ferme les yeux? En général, c'est ce qu'on fait. Et quand les gens occupent une position assez élevée dans la hiérarchie, ils ont évidemment toute l'attitude pour prendre certaines mesures. Après, il devient très dangereux de lutter. Puis, quelqu'un débarque et nous raconte quelque chose qui ne correspond pas du tout aux milliers d'autres informations qu'on a reçues auparavant, et qui les contredit même totalement. Alors on se dit, c'est lui qui est fou ou moi? Et la réponse est évidente, elle tombe sous le sens.
Tant qu'une autorité régit la société, autorité au sens où Hannah Arendt l'entend, il y a de la confiance. Dès qu'elle disparaît, je ne peux plus vous faire confiance, car je ne suis pas sûr de partager les mêmes valeurs. On met les papiers sur la table pour les signer, mais même après, on ne se fait plus confiance. Et puis, certaines personnes ne se sentent même pas obligées de respecter le contrat, parce que ce n'est qu'un morceau de papier. Lorsqu'on analyse les grandes crises économiques, les grandes faillites, les catastrophes, quelles qu'elles soient, on constate qu'à chaque fois, toutes les informations qui auraient été nécessaires pour réagir à temps étaient présentes dans ces organisations. Seulement, on ne s'en est pas rendu compte. Personne n'a rien vu. Il y a eu un blocage quelque part. Les gens ont manqué de courage. Et le problème est justement de laisser une telle situation s'installer. Bien entendu, le PDG dira « Chez moi, ça fonctionne bien comme ça ». C'est évident qu'il va dire ça. Pour maintenir un bon climat psychologique dans l'entreprise, il ne peut pas dire « Je ne sais pas du tout ce qui se passe dans ma boîte ». Ce n'est pas possible. Tout le monde pense qu'il sait. Mais que sait-il au juste? Sans doute très peu de choses. Et de ce décalage, de cette zone d'ombre, naissent les catastrophes. C'est ce qu'on appelle la tour d'ivoire, une métaphore bien connue. On a vu récemment à Volkswagen que l'un des principaux problèmes était la culture de la peur. Les gens ne faisaient plus remonter les sujets qui fâchent jusqu'en haut. C'est ça la tour d'ivoire, se couper de la base. Le plus grand défi pour une entreprise est la perte de confiance. Notre succès repose sur la confiance. Les gens croient en nous et en nos produits. Ils les achètent. Ils font confiance à l'entreprise qui les fabrique. Ils attendent de Nestlé des pratiques loyales, une politique de long terme, un comportement responsable. Cette confiance se construit jour après jour par toute une série de mesures. Et pourtant, elle reste fragile. Une fois qu'on échoue, surtout dans le monde connecté d'aujourd'hui, on peut très vite la perdre. Je ne connais pas très bien Volkswagen, c'est un énorme groupe. Mais quand j'ai entendu parler de cette affaire, je n'y ai pas cru. Pour moi, c'était inconcevable. Dans une entreprise de cette taille, où les pouvoirs publics, les lenders, sont des actionnaires importants, on s'attendrait à trouver des normes éthiques plus strictes qu'ailleurs. Alors, que des pratiques illégales soient adoptées dans un groupe industriel par un grand nombre de cadres, qu'elles deviennent un modus operandi et qu'elles soient même implicitement tolérées par le gouvernement, c'est ahurissant. Ou du moins, c'est vraiment extrêmement rare. Volkswagen est une tragédie, mais c'est une parfaite illustration du système néolibéral, où même les ingénieurs falsifiaient des données pour obtenir les résultats qu'on leur demandait. Imaginez que Volkswagen était une entreprise organisée en unités de 150 personnes, prenant des décisions par elles-mêmes. Ce ne serait jamais arrivé. J'en suis convaincu. Et ce n'est pas tout. Le groupe aurait réalisé encore plus de bénéfices. La nouvelle autorité fonctionnera plutôt de manière horizontale. Et au lieu d'avoir une organisation pyramidale, on aura, comment dire, des points de jonction.
Des salariés seront responsables de certaines décisions pendant un certain temps. Il n'y aura plus une seule personne au sommet qui prend toutes les décisions. L'équipe dirigeante sera renouvelée au sein du réseau et évoluera en fonction des besoins du moment. Le modèle prussien autoritaire et hiérarchisé a vécu, tout comme le système de pouvoir concentré sur quelques personnes. Bien sûr, il doit toujours y avoir des décideurs forts. Tout ne peut pas fonctionner uniquement sur la base de la démocratie directe. Nous avons besoin d'une autre culture managériale. Nous avons besoin d'un système plus participatif et nous devons redéfinir le management. Ce ne sont plus les meilleurs spécialistes qui doivent occuper les postes clés et exercer l'autorité au moyen d'un organigramme. On leur demande à présent de partager le pouvoir avec les salariés. Les exemples qui marchent ne sont pas assez connus. C'est ce qu'on appelle les champions cachés. Il s'agit d'entreprises prospères qui ne font pas parler d'elles dans les médias. Quand vous regardez ces champions cachés, vous constatez qu'ils appliquent déjà les principes de valorisation, de liberté et d'autonomie dans leur méthode de travail. On voit aujourd'hui que dans l'industrie, dans l'économie, les entreprises les plus performantes travaillent avec des équipes qui s'organisent et se gèrent elles-mêmes. Sur une chaîne de montage ou dans un bureau open space, la moindre tâche est encore dictée d'en haut. Ou alors il y a une part importante de contrôle extérieur. Le travail d'équipe doit reposer largement sur l'autogestion et l'autocontrôle. Dès qu'on met en place une forme d'autorité plutôt horizontale, on crée de la diversité. Les objectifs sont fixés par le groupe lui-même et ils peuvent varier. On le voit aussi en politique, au niveau des quartiers et des villes, pas encore au niveau des États-nations. Mais c'est un autre sujet. Les États-nations sont morts, seulement ils ne le savent pas et s'accrochent toujours au pouvoir. Or, de nos jours, les décisions se prennent ailleurs. Donc nous avons également besoin d'un autre système politique. Sans doute une combinaison entre des institutions locales et transnationales, et un dialogue entre elles, mais plus entre l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie. Les décisions sont prises ailleurs. On est sanctionné par un système de contrôle social. Et ça marche très bien, même mieux qu'un contrôle du haut vers le bas, parce qu'on ne peut pas échapper à ses collègues. Mais ça va encore plus loin. Les chefs autoritaires sont à leur place dans les structures organisées du haut vers le bas. Mais ils ne peuvent pas travailler dans les entreprises qui fonctionnent de manière horizontale. C'est impossible pour eux parce que dans ce genre d'organisation, les relations sociales sont essentielles.
Et où trouve-t-on ce type de contrôle social aujourd'hui? Partout. Qu'il s'agisse de Wikileaks, de LuxLeaks ou de SwissLeaks. C'est la nouvelle forme de contrôle social. Les informations sont tout simplement mises en ligne. Et c'est efficace parce que le prix à payer, si on ne joue pas le jeu, est l'exclusion sociale. De nos jours, la pression est plus forte, c'est sûr. La loupe avec laquelle le monde extérieur regarde ce qui se passe dans les grandes entreprises, peut-être moins dans les petites, est beaucoup plus puissante que par le passé. Donc, en tant que dirigeant d'un grand groupe, on est bien plus observé par ses collègues, les marchés, la presse, les médias. On a plus de pression pour réussir et on doit respecter un ensemble de valeurs qui soient acceptables pour l'environnement social dans lequel on évolue. Aujourd'hui, c'est une exigence très claire vis-à-vis des managers. Une organisation parfaitement horizontale, ça n'existe pas. Si on tente d'en créer une gouvernance informelle ne tarde pas à apparaître. On peut bien la supprimer, elle se reformera ailleurs. C'est dans la nature humaine. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Les gens veulent avoir le sentiment qu'ils sont guidés, qu'il y a une direction. Ils ont besoin d'un cadre, de discipline. Donc, oui, nous avons une certaine structure. Nous essayons de limiter le nombre de strates et d'avoir autant que possible un dialogue direct. Mais en même temps, l'autorité est indispensable. La seule solution est de créer un nouveau socle extérieur, une nouvelle source d'autorité que nous serons à même d'accepter, ou du moins la plupart d'entre nous. Nous pourrons alors nous soumettre de notre plein gré aux normes et aux règles nécessaires au fonctionnement de cette autorité. Quelqu'un doit donner la direction. S'il arrive quelque chose, il doit y avoir un leader. Au sein de Nestlé, un cadre responsable d'un marché a besoin de quelqu'un vers qui se tourner et qui puisse rassembler les bonnes personnes pour proposer des solutions. Donc, il y aura toujours une hiérarchie ou une strate quelque part. Cela peut être formel ou informel, mais il y aura toujours un dirigeant. Il ne faut pas idéaliser les anciennes formes d'organisation du travail, hiérarchisées et autoritaires. Qui veut les rétablir? Ça me paraît inconcevable. Quand j'entends des gens se plaindre des conditions de travail actuelles, c'est sans doute qu'ils embellissent un passé que l'on ne peut de toute façon pas ressusciter. Nous faisons le constat suivant. Il y a actuellement deux tendances absolument contraires. La première est celle des hard facts, des données quantitatives. Et la seconde est celle des soft facts, des données qualitatives. Ce sont deux mondes qui s'entrechoquent. On observe un changement de valeur. Et ça touche aussi la nouvelle génération, qui est moins matérialiste, plus orientée vers le partage et qui communique autrement. Il existe une certaine résistance. Et il est facile de comprendre pourquoi. Si on veut instaurer ce nouveau concept d'autorité horizontale, les dirigeants actuels doivent céder leur place. Pour le moment, ce sont eux qui prennent les décisions. Ils doivent donc décider de laisser leur place. Ce n'est pas évident pour la plupart d'entre eux. Je crois que nous sommes à un tournant historique. Le patriarcat est en place depuis au moins 10 000 ans. Et nous devons créer un nouveau modèle. C'est un changement historique. Mais la possibilité qu'on s'oriente vers un système fondé sur la force est réelle.
On a vu dans le passé des sociétés qui fonctionnaient sur ce principe. Mon espoir, en tout cas, est qu'on se dirigera vers une forme d'autorité horizontale. Mais il est impossible de faire des prévisions, ce sera l'un ou l'autre.